Bonjour à tous, bienvenue dans le 13h de ce dimanche. Merci d'être sur RTI 1. Face à la Guinée-Conakry, la Côte d'Ivoire a remporté la finale du concours Génie en herbe OHADA 2018. C'est un concours qui réunit chaque année des étudiants et des professionnels des pays membres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Porter des lunettes, effet de mode ou exigence médicale, une question qui se pose face à la hausse du nombre de personnes portant des lunettes pharmaceutiques en Côte d'Ivoire. Porter des lunettes sans aucune consultation ophtalmologique n'est pourtant pas sans danger. Élection présidentielle ce dimanche au Cameroun, 8 candidats en lice dont le président sortant Paul Biya. Les autorités assurent que des mesures ont été prises pour un scrutin sécurisé, notamment dans les zones anglophones où des incidents ont été enregistrés durant la campagne électorale. Bienvenue dans ce 13h sur RTI 1. Le 13 octobre prochain, dans quelques jours donc, la Côte d'Ivoire va vivre une étape importante de sa vie politique. Il s'agit des élections locales couplées. Comment va se dérouler ce vote? Comment y participer? Et quelles dispositions prises par la CEI afin de garantir le caractère crédible et sécurisé de ces élections? Nous sommes ce dimanche avec Mme Marguerite Yolibi-Koné, commissaire centrale de la Commission électorale indépendante, pour répondre à ces questions. Bonjour Mme Koné. Oui, bonjour madame. Merci d'être sur ce plateau. Nous vous retrouvons tout à l'heure. Merci. Premier point de l'actualité dans le domaine des transports. De 2000 à 2017, les 42 compagnies aériennes africaines créées ont disparu. Air Côte d'Ivoire, créée depuis mai 2012, enregistre aujourd'hui des pertes. Va-t-elle connaître le même sort? Les responsables de la compagnie aérienne nationale ont fait le point de leurs activités. Justine Diquet. La compagnie aérienne Air Côte d'Ivoire enregistre des pertes depuis son lancement le 15 janvier 2013, soit 65,5 milliards de francs CFA à la fin de l'année 2017. Des pertes dues à l'évolution exponentielle du cours du baril de pétrole, plus de 64% sur les 3 dernières années, et au retard accusé dans le renouvellement de la flotte selon le directeur général de la compagnie. Toutefois, la compagnie aérienne nationale a fait des bons prodigieux. 326,186 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires cumulés en 5 ans, 2,8 millions de passagers transportés en 5 ans, dont 850 000 en 2017, 23 destinations dont 19 régionales et 5 domestiques couvertes, 650 emplois directs et 3 000 indirects, 32 jeunes pilotes formés dont 15 déjà opérationnels et 18 formés à la mécanique aéronautique. Air Côte d'Ivoire génère des richesses dont elle ne jouit pas à cause des charges excessives, des taxes et redevances élevées. Environ 71% des charges de la compagnie échappent à son contrôle. Les taxes et redevances représentent en moyenne 36% de la valeur du billet d'avion. La solution pour rentabiliser les gains de la compagnie, c'est entre autres faire baisser les coûts des taxes et travailler en synergie avec les autres compagnies aériennes nationales de la sous-région. Nous devons regarder comment nous pouvons équilibrer les richesses entre les compagnies aériennes et les aéroports. Parce que finalement, nous tirons tous sur la même corde. Nous avons tous le même objectif. Mais nous devons le faire ensemble et pas chacun pour soi, que quelqu'un peut s'enrichir et l'autre meurt. C'est pas possible. Air Côte d'Ivoire, qui a pour ambition de devenir la compagnie leader de référence de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, s'est dotée d'une école de formation de pilotes, d'une école de formation de mécaniciens aéronautiques, a un projet de création d'un hangar de maintenance et envisage les vols long courriers. La Côte d'Ivoire a remporté l'édition 2018 du concours Génie en herbe OHADA face à la Guinée-Conakry. C'est un concours qui réunit chaque année depuis 2008 des étudiants et aussi des professionnels des pays membres de l'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. L'objectif de cette compétition panafricaine est de participer à la promotion et aussi à la vulgarisation du droit des affaires. Lansine Bakayoko. À cette 10e édition du concours Génie en herbe OHADA, 11 pays s'étaient placés sur la ligne de départ. Mais à l'arrivée, un seul a été déclaré vainqueur. Le vainqueur de cette 10e édition du concours Génie en herbe OHADA est Côte d'Ivoire. En battant la Guinée à cette finale avec 326 points,
la Côte d'Ivoire montre sa force sur le plan académique au niveau africain. Des lauriers pour la Côte d'Ivoire, le mérite revient à Daniel Yapo, Deborah Soro et Anderson Olo, nos représentants. La compétition s'est jouée sur 2 phases. La première sous la forme de questions-réponses en relation avec des sujets liés au droit des affaires. La deuxième, une plaidoirie dans un contentieux social entre des partenaires d'affaires. Fier d'être ivoirien, fier d'avoir représenté dignement la Côte d'Ivoire. Mais c'est un plaisir de savoir qu'on a organisé et on a conservé le titre. Pour les lauréats, c'est une victoire de prestige, une victoire tout de même qui revêt une autre symbolique, celle-là beaucoup plus importante. Il y a une image de l'université que l'on tend à faire ressortir, que les étudiants sont mal formés. Mais au-delà des aléas, indépendamment de notre volonté, il y a des étudiants qui se cachent dans l'ombre pour faire un travail pur et sortir un produit fini. La Guinée a certes perdu la Grande Guerre, mais elle a pu sauver son honneur en remportant le prix du meilleur plaideur. J'éprouve un sentiment de joie, mais pas de satisfaction totalement, parce que j'étais venue pour honorer ma patrie, pour honorer ma nation. Je suis fière, mais pas à 100%. Le concours Génies en herbe au WADA incite les étudiants, futurs cadres et praticiens à s'approprier davantage le droit des affaires africain. Stages professionnels, bourses d'études, ordinateurs portables, trophées, ouvrages et publications d'articles sont les récompenses attribuées aux super gagnants. Les auditeurs veulent eux aussi promouvoir leur corps de métier. Ils se sont retrouvés à Yamoussoukro pour mener des réflexions. Il s'agit pour ces auditeurs internes de s'assurer que leur profession est pratiquée conformément aux normes qui la régissent et d'œuvrer à la correction des dysfonctionnements qui existent. Léon Prou. Fernand est auditeur interne au Bénet. Son service détecte les erreurs de fonctionnement et en propose les corrections à l'entreprise. C'est difficile comme tout autre métier, mais avec la diplomatie. La direction générale de Bénet s'appuie souvent sur l'audit pour prendre des décisions. Tant mieux pour le Bénet, sinon l'audit interne dans le tissu économique actuel peine à s'épanouir de l'avis de l'Institut d'audit interne de Côte d'Ivoire. En cause, le positionnement du service dans l'organigramme même des sociétés. Logiquement, dans une organisation, l'audit interne doit être rattaché à qui? Il doit être rattaché au conseil d'administration et rattaché à la direction générale. C'est un double rattachement. Mais dans nos organisations, le constat qu'on fait, c'est que généralement, l'audit interne est rattaché à la direction générale. La direction générale en fait ce qu'elle veut, alors qu'elle devait pouvoir utiliser l'audit interne à atteindre les objectifs. Autre dysfonctionnement, le sous-financement des services, l'inadéquation entre compétences d'audit interne et évolution des normes de pratique du métier. 3 jours pour déceler ces failles, 3 jours aussi pour en trouver les remèdes. Formation des acteurs, financement de l'audit interne, instauration d'un environnement de contrôle. Il y a ce qu'on appelle l'environnement de contrôle. Cet environnement de contrôle-là doit permettre à l'audit de pouvoir s'exprimer. Et l'environnement de contrôle, c'est qui? C'est le conseil d'administration, c'est la direction générale. Un comité d'audit à qui rapporte l'audit interne. Et ce comité d'audit doit définir avec l'audit interne la mission, doit aider l'audit interne à réaliser les missions. Objectif, épanouissement de l'audit interne, s'en trouveront ainsi maîtriser les risques en entreprise et les objectifs de celle-ci atteints. Au final, performance du tissu économique. Dans le monde de l'artisanat aussi, on travaille à une meilleure organisation du secteur. Les menuisiers de Côte d'Ivoire ont échangé avec leur ministre de tutelle. Ils demandent la création d'une centrale d'achat de bois de scierie dans chaque département, car ils rencontrent de plus en plus de difficultés pour avoir accès au bois de scierie. Comment cela se fait-il? Francis Boifo. Du bois de scierie, c'est la matière première du menuisier. En trouver dans les ateliers, pas du tout évident, bien que la Côte d'Ivoire dispose d'une 60aine de scieries. Les industriels qui ne reversent pas correctement le quota demandé entre 10 et 20% sur le marché national. Nous nous replions sur le sillage à façon dite qui est aujourd'hui illégal. Face au ministre de l'Artisanat, les menuisiers ont émis le vœu d'avoir facilement accès au bois de scierie. Il faut que le temps nous aide à ce qu'on ait des centrales d'achat dans tous les départements, pour que nous puissions nous approvisionner en bois de scierie. Elle est plus bonne, elle est plus moins fatigante à travailler. Il faut approfondir techniquement cette question, mais c'est une piste. Et nous pensons que le plus important, c'est d'arriver aujourd'hui à approvisionner le marché local, à faire en sorte qu'il soit accessible à tous
et afin d'éviter que d'autres aillent chercher par d'autres moyens à s'approvisionner en matières premières, ce qui est souvent condamnable. La création d'une centrale d'achat pourrait freiner l'abattage clandestin du bois. Cette exploitation illégale du bois fait perdre à l'État plus de 20 milliards de francs CFA par an, selon des études. Plus de 1700 candidats affrontent les épreuves du concours direct d'entrée à l'Institut national de formation des agents de santé INFAS à Bouaké. Les candidats au poste des infirmiers, infirmières et sages-femmes diplômés d'État composent en français, en culture générale et en biologie. Djeneba Ouattara et Soro Corona. Concours direct d'entrée à l'Institut national de formation des agents de santé INFAS, section 2018. Les villes d'Abidjan et de Bouaké ont abrité le dit concours. À Bouaké, 1062 candidats composent pour le poste d'infirmier, infirmière diplômée d'État et 656 pour celui des sages-femmes. À cet effet, 3 centres de composition ont été choisis pour le bon déroulement des épreuves, à savoir l'antenne de l'INFAS, le lycée classique Bouded et le lycée moderne de Nembo. La culture générale, le français et la science de la vie et de la terre sont les matières retenues. Le lancement officiel des épreuves a eu lieu en présence des autorités administratives et sanitaires qui ont apporté leur encouragement aux différents candidats. Nous avons parcouru les 3 centres, le centre de l'INFAS, le centre du lycée classique et maintenant le centre de Nembo. Nous avons constaté que tout se déroule bien. Tous les candidats sont en place. Nous demandons aux candidats d'être bien concentrés et de répondre aux questions comme cela leur est demandé. Cette année, des innovations sont enregistrées pour éviter toute forme de tricherie. Depuis cette année, nous avons commencé avec le lecteur optique. Tous nos examens se déroulent de cette manière maintenant. Et ça présente déjà beaucoup d'avantages dans la mesure où nous voulons éviter la tricherie. C'est le même sujet, chaque candidat a sa version. Donc ça demande un peu de temps, un peu de réflexion à l'étudiant. Et aussi la correction, on gagne un temps énorme. En Côte d'Ivoire, ce sont environ 25 000 candidats qui prétendent aux 1500 places disponibles. Outre les filières d'infirmières, d'infirmiers et sages-femmes, les candidats au poste de technicien supérieur de la santé sont concernés par ce concours. Les résultats sont prévus pour le 31 octobre 2018. Depuis quelques années, le nombre de personnes portant des lunettes pharmaceutiques est en hausse en Côte d'Ivoire. Est-ce un effet de mode ou de santé? Quelles sont les causes de cette recrudescence de port de lunettes? Et surtout, quels sont les dangers pour tous ceux qui les portent sans aucune consultation ophtalmologique? Soro Corona. Guerre innocent. La quarantaine révolue porte des lunettes pharmaceutiques depuis 3 ans. Il rend visite à son opticien pour le renouvellement de ses lunettes. C'est dû au fait que j'ai des visions floues. Et lorsque la lumière est forte, je ne peux pas voir. Raison pour laquelle j'ai des photogrées. Comme Guerre innocent, plus de la moitié des Ivoiriens se servent de lunettes pour leur vision. Quelles sont donc les causes de la recrudescence des pathologies des yeux? C'est dû au fait que l'activité visuelle est beaucoup plus importante aujourd'hui. Parce que quelqu'un qui va au champ n'a pas besoin d'une vision trop précise. Alors que quelqu'un qui va à l'école, alors il lui faut une vision correcte pour pouvoir mener ses activités. Tous les écrans ont besoin d'une vision correcte, d'une normale. Sinon, l'ordinateur lui-même, ce n'est pas lui qui cause ces choses. Mais si l'œil n'est pas normal, lui, il ne l'accepte pas. Le port de lunettes est-il un effet de mode ou de santé? Guerre innocent a vu son mal s'empirer à cause du port de lunettes acheté chez un marchand ambulant. Ce sont eux-mêmes qui ont amplifié mon problème parce que je portais ce qu'on appelle les gaffes, les lunettes noires parfois, à cause du soleil. Voilà. Et donc, au fil du temps, ça s'empirait. Comment se procurer des lunettes quand on souffre d'un mal visuel? Pour porter des lunettes, il faut faire une consultation chez un médecin ophtalmologiste. Voilà. C'est lui qui va déterminer la puissance des verres, la qualité des verres. Et maintenant, il vous délivre une ordonnance. Vous venez avec l'ordonnance des verres. Nous vous aidons à choisir un cadre d'abord, qui est la monture. La monture va très bien aller avec vous. Et en fonction de ça, nous commandons le verre. Dama Nguessan Aou trouve cette procédure longue et coûteuse. Elle achète donc ses lunettes chez les marchands ambulants. Les lunettes de la pharmacie sont trop chères. Tout le monde ne peut pas payer. Donc, j'ai préféré aller au marché, choisir les lunettes qui vont avec moi.
et j'ai payé. Et avec ça, je peux lire correctement ma Bible. Il vient avec l'ordonnance. C'est dans ça, on va prendre pour chercher son numéro. Il y a les spéciales qui coupent les lunettes. On s'en va lui donner, on le vend. Grâce à une ONG américaine, Growth for Impact, 1500 personnes viennent de bénéficier gratuitement des lunettes pharmaceutiques après une consultation ophtalmologique. Parce qu'il n'y a pas de moyens pour payer les lunettes. Je remercie ONG. Au niveau de Bouaké, on s'est rendu compte qu'il y a ce grand problème de vue. Et on leur a écrit, ils nous ont répondu favorablement et c'est gratuit. Le port de lunettes sans consultation ophtalmologique est un danger pour les yeux. Même si l'ordonnance même est exacte, mais il y a ce qu'on appelle l'effet de centralisation. Quand vous déviez, ça peut vous créer des strabismes et autres. C'est ce qu'on, bon, à l'école primaire, on appelle E'. La personne fait semblant de regarder à gauche pour mieux voir à droite. Plusieurs anomalies peuvent conduire au port de lunettes pharmaceutiques. L'amblyobie, la cataracte, le glaucome, la presbytie, l'âge, la myopie et l'hypermétropie. On s'intéresse maintenant à la lutte contre les changements climatiques. REDD+, ou réduction des émissions de gaz à effet de serre issues de la déforestation et de la dégradation des forêts. En Côte d'Ivoire, la coordination nationale de ce processus mondial a rencontré les rois et chefs traditionnels, question de les impliquer davantage dans la sauvegarde des forêts ivoiriennes. Léon Brou. De 16 millions à son indépendance, la Côte d'Ivoire ne dispose à ce jour que de seulement 3 millions d'hectares de forêt. Révélation du coordonnateur national REDD+, comme pour indiquer aux rois et chefs traditionnels l'urgence à reconstituer le couvert forestier. Il s'agit de lutter contre les changements climatiques par la réduction des émissions de gaz à effet de serre issues de la déforestation et de la dégradation des forêts. De cette stratégie nationale adoptée en 2017, le lieutenant-colonel Aoulou fait noter des acquis. Nous avons élaboré et déterminé le niveau d'émission des forêts. Nous avons mis en place un système d'information sur les sauvegardes et un système national de surveillance des forêts. Aujourd'hui, nous avons un géoportail qui nous permet de visualiser le territoire national, qui nous permet d'élaborer la carte d'occupation des sols. Entre autres effets immédiats de la stratégie nationale REDD+, toujours selon le coordonnateur, l'adhésion des chocolatiers et le dialogue commun État, privé, société civile pour la sauvegarde des forêts. De quoi susciter la mobilisation des chefs coutumiers. Nos populations, et nous savons qu'elles vont écouter puisqu'elles ne vivent majoritairement que des ressources de nos terres. Et si le climat est perturbé, ils vont aller où? Je pense qu'ils sont déjà disponibles et sensibilisés. Il suffit de renforcer maintenant la sensibilisation pour que ce projet puisse avoir un impact important au niveau de nos populations. REDD+ est un mécanisme mondial de lutte contre le changement climatique. La Côte d'Ivoire y a adhéré en 2011 pour 24 millions de dollars financés par l'ONU et la BAD. La présente séance de travail est la deuxième du genre entre la coordination nationale REDD+ et la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. Les anciennes gloires du sport ivoirien souhaitent leur prise en compte par l'État de Côte d'Ivoire. Le ministre des Sports a eu une rencontre avec ces anciens athlètes de haut niveau. Leur doléance, un soutien de l'État à travers notamment l'octroi de primes mensuelles. Le reportage de RTI Sport. Des souris et une bonne ambiance au cabinet du ministre des Sports, Dao Paulin Claude. Événement exceptionnel, le ministre reçoit plusieurs anciens athlètes afin de leur donner une bonne nouvelle. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a décidé de poursuivre la politique de remise de primes exceptionnelles d'une hauteur de 300 000 francs CFA à chacun des anciens athlètes. Au nombre de 22, les anciens athlètes qui ont fait les beaux jours du sport ivoirien, toutes disciplines confondues, étaient représentés par 9 d'entre eux, pouvant encore marcher sans grande difficulté. Les vétérans Elo Dengui, Ibrahim Doumbia, Blé Théodore, Nda Lucienne, Aye Jacques, Kone Ouma, Bakasseri, Kofi Konabebe et Dali François ont traduit leur infinie gratitude au président de la République et à l'ensemble des membres du gouvernement en souhaitant bénéficier chacun d'un logement et d'une invitation spéciale à tous les événements sportifs. Pour clore la cérémonie,
chaque ancienne gloire a reçu sa prime mensuelle. Les autres anciens athlètes qui n'ont pas pu effectuer le déplacement pour des raisons de santé recevront leur prime par la suite. Le ministre Daopolin Claude a profité de l'occasion pour demander à ces anciennes gloires d'inspirer la nouvelle génération en leur enseignant les bonnes méthodes d'autrefois qu'il juge encore nécessaires. En religion, les chrétiens catholiques de la paroisse Saint-Jacques des Deux Plateaux ont célébré une messe d'action de grâce, une occasion pour les pèlerins de Lourdes et de Jérusalem d'exprimer leur reconnaissance à Dieu. Frédéric Oulaï et Abou Sanogo. Un mois après leur visite en Terre Sainte à Lourdes en France et en Israël, les pèlerins de la paroisse Saint-Jacques des Deux Plateaux expriment leur reconnaissance à Dieu, aux autorités ivoiriennes d'où une messe d'action de grâce pour marquer leur dévotion. J'ai effectué ce pèlerinage cette année en Israël, à Jérusalem. Vraiment, j'en garde beaucoup, mais ce qui est plus essentiel, c'est Jésus qui a souffert pour nous et dont nous parlons. J'ai touché sa tombe et là alors je me sens édifié. Je vois vraiment que marcher sur les pas de Jésus me donne désormais cette force d'aller annoncer encore le message divin aux uns et aux autres. J'ai prié pour la nation, j'ai prié pour mon neveu, j'ai prié pour le président de la République et ma famille, tous ceux qui ont la rancœur contre moi, tous ceux que j'avais la rancœur contre eux, tout ça j'ai laissé tomber. Reconnaissance justifiée car ce pèlerinage a été rendu possible en partie grâce aux prises en charge octroyées par l'État ivoirien. Chaque année, le président offre un certain nombre de prises en charge à ses concitoyens chrétiens pour qu'ils aillent dans les lieux saints pour approfondir leur foi et remercier le Seigneur. Dans son homélie, le père Adning a exhorté pèlerins et fidèles à cultiver l'amour du prochain et la paix. Notons qu'ils étaient une centaine de pèlerins chrétiens catholiques de cette paroisse à prendre part au voyage à Lourdes et à Jérusalem. La Côte d'Ivoire est à moins d'une semaine des prochaines élections locales couplées et la campagne est à son 10e jour aujourd'hui. Le groupe d'études et de recherche sur la démocratie et le développement économique et social en Afrique a initié une formation au profit des étudiants sur des élections apaisées. Cette ONG a exhorté ses futurs cadres à être des relais afin que le scrutin du 13 octobre prochain se déroule sans heurts. Soro Corona. L'ONG GEDES, groupe d'études et de recherche sur la démocratie et le développement économique et social en Afrique, section Côte d'Ivoire, accentue sa sensibilisation et formation sur des élections locales apaisées. Après l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, c'est le tour des étudiants de l'INPHB, Institut Polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Ces étudiants ont été sensibilisés sur le bien fondé des élections locales, les comportements à adopter pour éviter les tensions, la conduite à tenir avant, pendant et après le vote. Éviter de donner les résultats avant la commission électorale indépendante. Tels sont les modules au menu de cette formation. En tant qu'étudiants, ils sont beaucoup plus aptes à comprendre certaines notions des fondamentaux de la démocratie. Eh bien, on dit l'enfant est le père de l'homme. Tout ce magma d'étudiants que vous voyez, c'est les futurs candidats, c'est les futurs décideurs. Donc c'est pour cette raison qu'il faut orienter justement la campagne de sensibilisation à l'endroit de cette masse estudiantine. L'ONG GEDES a invité les étudiants à être des relais auprès de leurs parents afin que les élections du 13 octobre se déroulent sans violence. Après les étudiants, l'ONG va axer sa formation et sensibilisation pour des élections locales apaisées sur les femmes. Période électorale également au Cameroun avec l'élection présidentielle ce dimanche 7 octobre. 8 candidats sont en lice dont le président sortant Paul Biya. Les bureaux de vote sont ouverts sur tout le territoire camerounais et c'est aussi le cas en Côte d'Ivoire où les Camerounais peuvent glisser leurs bulletins dans l'urne. Ils sont plus de 500 sur la liste électorale et ils ont commencé à voter depuis ce matin. L'actualité en bref dans le reste du monde avec Sidonie Davila. Au
Cameroun, les bureaux de vote ont ouvert leurs portes. Depuis 8 heures, les Camerounais se rendent aux urnes ce dimanche pour désigner leur président lors d'un scrutin à un tour. 6,5 millions d'électeurs sur 25 millions d'habitants sont appelés à faire un choix parmi 8 candidats en lice, dont le président sortant Paul Biya. Au pouvoir depuis 1982, le président sortant entend briguer un 7e mandat à l'issue de ce scrutin. Malgré un conflit armé sans précédent dans les régions anglophones, les autorités assurent que des mesures sont prises pour garantir la sécurité de l'élection, notamment dans les zones anglophones. Au Brésil, ce sont 147 millions de Brésiliens qui sont appelés à élire leur président, leur gouverneur et une grande partie de leurs parlementaires fédéraux. Ce scrutin se déroule dans un contexte de crise économique et politique sans précédent. Les dernières enquêtes d'opinion donnent le candidat Jair Bolsonaro favori avec plus de 35% des voix face à son principal rival, Fernando Haddad, qui a remplacé l'ex-président de gauche Luiz Inácio Lula da Silva, incarcéré et inéligible. Pour la première fois, un candidat d'extrême droite est le grand favori du premier tour au Brésil. Le Sénat américain a confirmé la nomination de Brett Kavanaugh à la Cour suprême. Une victoire capitale pour les républicains et notamment pour Donald Trump. Sous le regard de Mike Pence, qui présidait la séance, les sénateurs ont voté après plusieurs interruptions de séance et sous les cris des manifestants. C'est finalement à une courte majorité, 50 contre 48, que les élus ont confirmé la nomination à vie de Brett Kavanaugh à la Cour suprême, malgré les accusations d'agression sexuelle dont il fait l'objet. Brett Kavanaugh a prêté serment quelques heures seulement après avoir été confirmé. Les élections locales couplées en Côte d'Ivoire pour le 13 octobre prochain, parlons-en. Et nous recevons pour le magazine de ce dimanche la commissaire centrale de la CEI. Rebonjour Madame Marguerite Yolibi. Bonjour. Nous allons suivre ensemble un récapitulatif sur le processus électoral en cours et on se retrouve tout juste après pour en parler. 13 octobre 2018, date des élections locales en Côte d'Ivoire. 31 circonscriptions pour les élections des conseillers régionaux et 201 circonscriptions pour celles des conseillers municipaux mettront aux prises 88 listes de candidatures pour les premières et 684 pour les secondes. Depuis le 28 septembre dernier, la bataille des opinions a démarré pour s'achever le 11 octobre prochain à minuit, soit 2 semaines de campagne. Ce dimanche, cela fait 10 jours que la campagne bat son plein pour inciter les électeurs à donner leur suffrage aux candidats. Le processus électoral est en marche. Depuis le dépôt des dossiers de candidature, la publication de la liste des candidats, jusqu'à la remise officielle des affiches et spécimens de bulletins, les organisateurs, que sont les membres de la CEI, s'attellent à rendre ce processus fiable, transparent et équitable, comme l'a souligné son premier responsable, Youssouf Bakayoko. Ces élections seront couplées à savoir qu'elles vont se tenir le même jour dans les mêmes bureaux de vote. Un mode opératoire qui n'est pas nouveau en Côte d'Ivoire. La CEI, l'ayant déjà expérimenté une première fois en 2013, entend mettre à profit son expérience. Sur le terrain, elle mène une campagne de sensibilisation. Aux populations et aux acteurs politiques, la CEI explique le mode opératoire spécifique à ces élections couplées. La sécurité, un des enjeux majeurs de ces élections. La CEI promet une sécurisation optimale. 30 000 membres de forces de sécurité seront déployés sur tout le territoire national à partir du 8 octobre prochain. Alors, Madame Yolibi, on va parler de cet enjeu majeur qui est la sécurisation du scrutin. Pour certaines régions, la sécurisation va démarrer à partir du 8 octobre. Quel est le dispositif qui est mis en place? Alors, la sécurisation est un enjeu majeur dans ces élections. Et nous avons mis en place un centre de coordination, de suivi donc, des opérations électorales. Donc, nous avions identifié quelques communes, quelques localités qui présentaient des menaces particulières. Et donc, pour ces localités-là, à partir du 8 octobre, il y aura un détachement de policiers, un détachement de gendarmerie pour pouvoir sécuriser jusqu'au 13 octobre prochain. Oui. Alors déjà, avant ce dispositif, on nous a signalé des troubles hier, notamment à Guiglo, entre les partisans de candidats. Que s'est-il passé et quelle est la situation actuelle sur place?
Je dirais que la situation actuelle est sous contrôle puisque nous faisons le suivi vraiment en temps réel. Il y a eu un affrontement donc sur l'axe Djoko et Giglo entre les partisans de 2 candidats. Et malheureusement, ils se sont affrontés, il y a eu des blessés graves, il y a même un qui est dans le coma. Mais à cette heure-ci, nous venons d'avoir les informations comme quoi il a été évacué, donc le blessé, celui qui est dans le coma à Abidjan, et la situation est sous contrôle. Et nous la suivons de près, aidés par le centre de coordination interarmée qui nous soutient donc dans cette opération de sécurisation des élections locales. Alors 3000 hommes des forces de l'ordre qui vont être déployés donc à partir du 8 octobre pour les populations et aussi pour les candidats. Quelles sont les lignes à ne pas franchir? Alors, je rectifie, ce n'est pas 3000, c'est 30 000 éléments qui vont être déployés donc à partir du 8 octobre. Et nous en profitons donc pour lancer un appel aux candidats, pour leur dire que ce sont des élections de développement et ce n'est pas normal qu'on voit ces actes de vandalisme, ces actes d'affrontement entre partisans. Et sinon, globalement, les choses se passent bien sur le terrain. Mais, bon, comme vous savez, toute élection, c'est jamais toujours apaisé. Et nous faisons le suivi et nous pensons qu'avec le système qui a été mis en place, la situation est sous contrôle. Et nous faisons confiance à nos forces de défense qui suivent la situation au jour le jour. D'accord, situation sous le contrôle. La campagne continue. Elle a démarré le 28 novembre et elle prend fin le 11 octobre. Aujourd'hui, quel est déjà le bilan qu'on peut dresser à mi-parcours sur tout le territoire national? Ben, je le disais tantôt, le bilan, il est globalement positif parce que la campagne, aujourd'hui, c'est 10 jours, il ne reste que quelques jours puisque la campagne prend fin le 11 octobre à 24 heures. Elle a commencé le 28 septembre à 0 heure, mais elle prend fin le 11 octobre à 24 heures. Et aujourd'hui, après plus d'une semaine de campagne, les états-majors sont toujours à pied d'œuvre et nous pensons que les choses se passent globalement, c'est positif. Mais comme nous approchons de la date, les esprits s'échauffent un peu, mais nous appelons donc au civisme, nous en appelons donc à la retenue. Il faut que les candidats puissent parler à leurs partisans pour que les choses se passent bien. Puisque, comme je le disais tantôt, ce sont des élections de développement. Il n'y a pas de raison qu'on s'entretue pour ces élections-là. Et donc, que la campagne se passe et que chacun aille avec des arguments de développement qu'il promet à ses électeurs, aux électeurs, et non des arguments avec des points, bien sûr. Est-ce qu'il y a des zones, Madame Yolibi, qui ne sont pas concernées par ce vote? Effectivement, il y a des zones qui ne sont pas concernées par ce vote. Il y a 8 localités en Côte d'Ivoire qui ne sont pas concernées, et en plus les localités qui sont situées hors de la Côte d'Ivoire, à la diaspora. Et donc, ce sont les localités qui ne sont ni dans une région, ni dans une commune. Et c'est essentiellement, ces territoires-là se trouvent essentiellement dans le district autonome d'Abidjan et le district autonome de Yamoussoukro. Je peux les citer rapidement. Oui, on peut citer les 8 localités. Alors, nous prenons dans le district autonome d'Abidjan, il y a Bingerville, les zones qui ne sont pas dans la commune de Bingerville, Anyama, les zones qui ne sont pas dans la commune d'Anyama, Brofo-Doumé, la sous-préfecture, Songon, les zones qui ne sont pas dans la commune de Songon. Si on prend le district autonome de Yamoussoukro, les zones qui ne sont pas dans la commune de Yamoussoukro et les zones qui ne sont pas dans la commune de Atiebouakro, qui est une nouvelle commune qui vient d'être créée, et la sous-préfecture de Lolobo et de Kossou. Ces 8 localités ne prendront pas part aux élections locales. Donc tous les habitants de ces localités ne vont pas voter le 13 octobre? Non. Alors la CEI a procédé à la formation des candidats sur le mode opératoire de ces élections couplées. En quoi est-ce que ce scrutin couplé est différent des autres qu'on a l'habitude de voir? Je dirais que la différence principale, c'est qu'on aura 2 scrutins qui auront lieu le même jour, dans le même espace et aux mêmes heures. Ça, c'est la principale différence. Voilà. Et donc, c'est un scrutin, c'est 2 scrutins normaux, comme ça se passe, mais
comme je viens de le dire, même heure, même lieu, même espace. Au même moment. Donc, comment ça va se dérouler concrètement le jour du vote? Alors, le mode opératoire, pour les endroits où il n'y a que l'élection, où il n'y a qu'une seule élection, c'est comme d'habitude. Oui. Mais la particularité, ce sont les zones où il y aura deux élections. C'est généralement dans les communes qui sont situées dans les 31 régions. Et donc, nous avons mis en place un mode opératoire qui, dans chaque bureau de vote, il y aura 5 membres, un président et 4 secrétaires, dont 2 pour chaque élection. Et donc, ce mode opératoire, il a été diffusé à tout le monde. Et lorsque l'électeur arrive, il doit venir avec sa carte d'électeur ou à défaut sa carte nationale d'identité. Et donc, il se présente au bureau de vote. Il est reçu par le président. On vérifie qu'il n'a pas encore voté en regardant ses doigts, s'il n'a pas de traces d'encre. Et ensuite, son identité est vérifiée au moyen d'une tablette biométrique et ensuite sur la liste d'émargement. Si toutes ces étapes sont passées, il passe au deuxième secrétaire qui lui remet un bulletin. Après y avoir apposé donc un signe de sécurisation. Et il se rend ensuite dans l'isoloir sans son téléphone portable. Ensuite, lorsqu'il a procédé à son choix, il revient mettre son bulletin dans l'urne et il revient au secrétaire 1 pour émarger sur la liste d'émargement. Et ensuite, il récupère sa carte et il va faire les mêmes étapes du côté de la deuxième élection. Et c'est lorsqu'il aura fini pour les 2 élections qu'il est marqué à l'encre indélébile et il peut vaquer à ses occupations en attendant la fin de la journée. D'accord, vous avez parlé d'entrer dans l'isoloir sans son téléphone portable, c'est une innovation. Est-ce qu'il y en a d'autres pour ce scrutin? Oui, il y a l'innovation, il y en a plusieurs, il y a plusieurs innovations. Il y a d'abord on ne va pas dans l'isoloir avec son téléphone portable pour respecter le secret du vote. Ensuite, on ne trempe plus le doigt dans une bouteille pour l'encre indélébile. Nous avons donc des stylos à encre indélébile, c'est le même rôle. Il ne faut pas que les gens pensent que ça va se passer autrement, différemment. Ensuite, ce sont des élections qui vont se passer un samedi. On a l'habitude de voter les dimanches, mais cette fois-ci, le 13 octobre, c'est un samedi. Il faut bien que les électeurs l'enregistrent. Et donc, voilà un peu, grosso modo, les innovations. Une dernière innovation, c'est que le bulletin blanc, qui ne comporte aucun choix, est un bulletin valide, puisque c'est une forme d'expression. Donc, voilà un peu les innovations qui vont entourer donc, ces 2 scrutins le 13 octobre. Alors, le choix du samedi, est-ce qu'il y a une raison particulière pour ne pas voter dimanche comme d'habitude? Comme je le dis, la commission électorale travaille et est encadrée par la loi. Et c'est la Constitution de 2016 qui a été votée, qui est en vigueur, qui stipule qu'on peut faire les élections donc, les samedis. Donc ça laisse le temps à ceux qui veulent aller au culte de venir voter. Et donc je pense que cette fois-ci, il n'y a pas de raison pour que tous les électeurs ne se déplacent pas pour venir choisir soit leur maire, soit leurs conseillers régionaux. Alors Madame Yolibi, vous avez parlé tout à l'heure aussi des bulletins blancs qui seront comptabilisés. Comment est-ce que cela va se faire? Alors, le bulletin blanc, c'est un bulletin qu'on retrouve dans l'urne qui ne comporte aucun choix. Mais c'est une forme d'expression. L'électeur est venu et il s'est dit que les 2 candidats, peut-être le programme ne lui convient pas, il met ce bulletin blanc-là. Et donc, il va être comptabilisé. Et à la fin de la journée, lorsque nous ferons le dépouillement, s'il y a des bulletins blancs, les électeurs, les candidats n'auront pas 100% des suffrages exprimés. Voilà. Alors, quelles sont les étapes donc après ce vote à proprement dit? Les résultats vont mettre combien de temps à être connus? Alors, comme je le disais encore, nous travaillons sous la loi. La loi nous donne 5 jours, mais nous faisons en sorte que nous puissions donner les résultats le plus tôt possible. Et donc, dès la fermeture des bureaux de vote, séance tenante, le dépouillement se fait dans chaque bureau de vote. Et le président du bureau de vote fait une première proclamation, qui est une proclamation provisoire. Ensuite,
tous les procès-verbaux du bureau de vote sont acheminés vers la commission locale. Et cette commission locale, à ce niveau, fait la compilation donc, des résultats des bureaux de vote qui lui sont rattachés. Et ensuite, il fait la proclamation provisoire également des résultats. Ensuite, les résultats sont validés donc, par chaque superviseur. Et au passage, le territoire ivoirien est divisé entre 16 superviseurs qui sont des commissaires centraux qui valident donc les résultats de leur zone. Et enfin, lorsque les résultats sont validés par chaque superviseur, ces résultats-là sont acheminés via un système sécurisé au niveau de la commission centrale à Abidjan et la proclamation définitive des résultats se fera. Donc, je peux dire que ces 4 étapes principales, d'abord au niveau du bureau de vote, au niveau de la commission locale, au niveau du superviseur et enfin au niveau de la commission centrale. Tout ça, c'est bien après le vote. Nous allons revenir sur le jour J, donc ce 13-là. Quelles sont les pièces qui sont autorisées pour voter? Alors, les pièces qui sont autorisées pour voter, ce sont la carte d'électeur, principalement, ou à défaut, la carte nationale d'identité. Alors, j'en profite pour dire qu'il y a certains candidats qui nous interpellent, qui n'ont pas pu retirer, leurs partisans n'ont pas pu retirer leur carte d'électeur, qui se tranquillisent. Ils auront les cartes d'électeurs au niveau des bureaux de vote. Parce que la distribution a pris fin hier, et parce que la loi aussi dit qu'il faut avoir fini de distribuer les cartes d'électeurs au plus tard une semaine, 8 jours, l'article 15 le dit, l'article 11 plutôt le dit, au plus tard 8 jours avant le scrutin. Et donc, ces candidats-là se tranquillisent, ils retrouveront leur carte d'électeur au niveau du bureau de vote. Au niveau de leur bureau de vote. Alors, est-ce que ces bureaux de vote sont les mêmes que ceux qui ont été choisis pour la révision des listes électorales? Est-ce que c'est dans ces mêmes endroits que les personnes doivent se rendre? Absolument, il s'agit des lieux de vote. Alors, partout où il y a eu la révision, c'est dans ces lieux de vote qu'il y aura, donc, ces mêmes lieux de vote qui vont abriter donc les élections couplées du 13 octobre. Évidemment, les zones les territoires qui ne prennent pas part aux élections, mais qui ont pris part à la révision parce qu'il faut avoir une liste globale, ces zones-là ne voteront pas. Sinon, ce sont exactement les mêmes lieux de vote. Donc, la Commission électorale indépendante a une liste bien actualisée du nombre d'électeurs. On peut savoir exactement combien d'électeurs la Côte d'Ivoire compte à ce jour? Alors, la Côte d'Ivoire compte 6 595 790 électeurs sur la liste globale. Mais pour ces élections, 6 498 212 électeurs prendront part à ces élections du fait qu'il y a ceux qui ne prennent pas part, c'est-à-dire ceux de la diaspora et les zones que j'ai citées tantôt, qui font 977 476 personnes. Bon, c'est assez marginal, ça fait environ 1,50% de personnes qui ne vont pas prendre part à ces élections-là. Donc, retenez bien qu'à ces élections, prendront part 6 498 212 électeurs. Mais ce n'est pas le nombre qu'il y a sur la liste électorale parce qu'il y a certains qui ne prendront pas part à ces élections-là. Oui, la nuance est bien comprise. Voilà. Combien de candidats aussi en tout? Alors, les candidats, au total, pour les municipales, on pourrait dire qu'il y a 685 candidatures. Parce qu'il faut savoir que chaque candidature comporte plusieurs candidats. Donc, les têtes de liste, nous en avons 685, dont 51 listes qui sont conduites par des femmes. Et pour les régionales, nous avons 88 listes, dont 7 qui sont conduites par des femmes. Et donc, voilà le nombre de candidatures que nous aurons pour ces élections couplées du 13 octobre. Alors, nous avons parlé tout à l'heure des bulletins blancs, mais avant de terminer, qu'est-ce qui peut invalider un vote? Qu'est-ce qui peut faire que mon vote, par exemple, ne sera pas pris en compte après que je me sois déplacée, que j'ai glissé mon bulletin dans l'urne? Alors, le bulletin peut être invalidé si le choix de l'électeur n'est pas clairement exprimé. Et comme nous avons fait l'éducation électorale, il faut voter soit avec une croix
dans la colonne du candidat, soit mettre une empreinte avec un encreur qui se trouve dans l'isoloir. Mais il peut arriver que le choix ne soit pas, on n'arrive pas, l'électeur n'est pas fait clairement son choix. Un choix clair. Donc, ce bulletin-là est considéré comme nul. Mais également, si le bulletin n'est pas le bulletin officiel, parce qu'on ne sait jamais. Mais si quelqu'un se cache avec ça, ce bulletin-là ne sera pas comptabilisé. Merci à vous, Madame Marguerite Yoli-Bikone. Je rappelle que vous êtes commissaire centrale de la Commission électorale indépendante. Merci pour tous ces éclaircissements sur ces élections couplées du 13 octobre. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bon dimanche. Et à ce soir, 20h, toujours sur RTI 1.